On a fait du hadith qui est devenu prédominant. Et donc on a arrêté la fiche. Chaque année, ils ont un peu plus côté droit. Beaucoup plus pensé le droit. Usul al-fiqh, et Ibn Hanbal, alors là, pour le coup, c'est même plus de coup de fiqh. Tabari, par exemple, on parle de chef, mais d'Ibn Hanbal. Il dit Ibn Hanbal n'est pas une école de jurisprudence, de fiqh, c'est une école de hadith. Ce que les hadiths ont très mal pris. Tu as quel âge, William? 13 ans. 13 ans. T'es en quelle classe? 4e. D'accord. Et comment t'es arrivé là, William? Oui. C'est ta maman? Je peux parler plus fort. Et toi? Je m'appelle Mendy. Ouais. J'ai 13 ans. Ouais. Je suis en 4e. C'est ma mère qui m'a dit de venir. D'accord. Et toi? Je m'appelle Cyrine, j'ai 11 ans et je suis en 5e. D'accord. Et comment tu as connu l'atelier? C'est Sylvie qui m'a dit de venir. D'accord. Toi à côté? Je m'appelle Lina, j'ai 13 ans, je suis en 4e. Et c'est Sylvie qui m'a dit de venir. Ok. Et toi? Je m'appelle Yes, je suis en 6e, j'ai 11 ans et c'est Sylvie qui m'a proposé l'activité. Ouais. Merci. Donc cet atelier, Slam sous la lune, des enfants qui ont à peu près du même âge que vous, qui ont vécu la même expérience que vous, un peu avant. Et donc je vais vous montrer la vidéo qu'ils ont fait et vous allez faire la même chose. Est-ce que vous êtes prêts à regarder cette vidéo? Oui. Le rideau s'est ouvert sur une nouvelle tragédie qui s'ajoute à toutes les autres, à l'hyper, à Charlie. Partout des cadavres en tas, partout des tas. J'arrive pas à trouver le sommeil, j'arrive pas à trouver le soleil. Des gens tués pour rien. Tué, même si tu y es pour rien. Depuis, je me noie dans la nuit, je me noie dans du noir. Depuis, j'ai perdu espoir. À cause de vous, vous qui semez la terreur. Dont le nom rime avec horreur, mais aussi avec erreur. On nous met tous dans le même sac. En vrac, crack. On nous veut tous dans la même flaque. On ne traque, on ne sac. À cause de vous, Barbe et Djellaba égale terroriste. Pourtant, c'est souvent nous les prochains sur vos listes. À cause de vous, on nous amalgame. Mais c'est vous, les fous qui bafouent l'islam. Et massacreur d'innocents, toi qui nous expédies. Tous ceux qui transforment le bonheur en boucherie. Tu crois vraiment qu'ils vont au paradis? Dis Le paradis, c'est ce que tu leur as dit. Dis ta boucherie. à tous ces naïfs, les gens marquent les saïfs. Les Jane, les Fatima, tous ceux que tu envoies semer la mort, faire ta loi sur nos routes, tous ceux que tu envoûtes, tous ceux dont tu te sers, ton paradis sera plutôt l'enfer. Qui a éteint la lumière, qui a éteint la lumière? Rallume-la pour que demain ne soit pas hier. Qui a éteint la lumière, qui a éteint la lumière? Rallume-la pour que demain ne soit pas hier. Nos cœurs déchirés, on pourra pas les recoudre. Mais tout ça, ça nous donne du grain à moudre. Car derrière mon frère, ma soeur, derrière toute cette douleur, on sait maintenant que le djihad est d'une toute autre couleur. Le grand djihad, le vrai djihad, c'est pas ce combat-là. Le combat contre l'autre, la haine où on se vautre, c'est un combat intérieur pour se faire meilleur. Pour avoir du cœur. Plutôt que de la rancœur, plutôt que de la peur. Pour vivre la vie qui nous est donnée comme une aurore boréale. Pas votre vie de fin du monde, votre soi-disant idéal. Et moi, j'ai d'autres modèles auxquels être fidèle pour faire la vie plus grande et plus belle. Abdelkader, une histoire vraie, un vrai héros de l'histoire. Combattant pour la paix, la justice, le respect, sa vie c'est du grand art. Ou Naruto qui lutte contre un monstre en lui, même s'il est une fiction du Japon. C'est le vrai djihad, le grand djihad qui pratique de tout du long. Le vrai djihad, on le trouve sur tous les continents car il est universel. De toutes les belles idées, il nous faut maintenant être universel. Qui fait de nous de vrais humains, sans mal, sans fiel.
Qui fait de nous de vrais humains regardant vers le ciel? Qui fait de nous de vrais humains sans mal, sans ciel? Qui fait de nous de vrais humains regardant vers le ciel? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous vous sentez capable de cette performance? Filles et garçons. Les filles, je vous entends pas. Elles sont combattantes, les filles. Ouais. Ah oui, j'arrive. Fakir va vous donner les informations. On va créer ensemble un thème parce qu'il faut partir de quelque chose, d'une base. C'est comme quand on construit une maison. Il faut les fondations. On va mettre les fondations, après on va mettre les murs, on va mettre le toit et on aura la maison. L'intérêt, c'est de toucher un sujet qui fait réfléchir. Et en plus, c'est un sujet qui est actuel et qui nous touche. Maintenant, c'est aussi avec vous qu'on va orienter parce qu'on a envie que ce soit vos mots. Il ne faut pas que ce soit mes mots à moi. Il faut que ce soit vos mots. Et moi, je vais vous aider à les mettre en bouche et aussi à les structurer. Mais il faut que ce soit vos pensées. Parce que... On a une question. Ce que fait Armand, c'est qu'il est en train de tourner un documentaire en fait, pour montrer un peu comment ça se passe, pour montrer comment on construit, déjà on travaille avec l'information, comment vous allez travailler avec, qu'est-ce que vous allez produire, et puis comment avec l'âme, c'est vraiment montrer toute cette démarche-là en fait. Donc, et ça sera diffusé sur la chaîne Public Sénat. Public Sénat. Je vais dire la chaîne parlementaire maintenant. Public Sénat. Vous connaissez la chaîne Public Sénat? Oui. Comment ça que vous la connaissiez? Moi, on la connaît pas. Parce qu'ils zappent. Ah, parce que moi, je connais des adultes qui ne connaissent pas ces chaînes. Donc, c'est pour ça que je vous posais la question. Alors, le premier thème sur lequel on a travaillé, c'est le thème du djihad. Pourquoi on a travaillé sur le djihad? Parce que justement, le djihad, il y en a été beaucoup question dans les médias, notamment. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le djihad, parfois justes, parfois pas justes. Et du coup, le problème, c'est qu'on ne sait pas finalement ce que les gens ont retenu de ce qui a été dit. Et aujourd'hui, ce qu'on voudrait faire, c'est un peu la même idée de base, c'est-à-dire prendre une notion dont on parle, mais essayer de voir vous, ce que vous en pensez, et puis essayer de construire à partir de ça. Parce que dans les médias, il est souvent question du rapport entre l'islam et les femmes, ou la condition des femmes dans le monde musulman. Et donc, on voulait savoir qu'est-ce que vous en pensez. Alors, est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Oui. Ils disent que les femmes, souvent musulmanes, ils disent qu'elles sont soumises. Enfin voilà, alors que c'est totalement faux. Que ce qu'ils disent, c'est pas vrai, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai entendu. Est-ce que vous avez entendu vous aussi d'autres choses comme ça? Les tenues. Pardon. C'est les tenues, par exemple, ils laissent pas trop, par exemple, mettre le burkini, il a été interdit et tout. Mhm. Comme le voile dans les endroits publics. Voilà. Et tu trouves ça injuste? Un peu, vu que c'est une tenue, ça n'a rien qui peut offenser du public. Il n'y a pas de truc vulgaire ou de quelque chose comme ça, c'est juste une tenue comme les autres. C'est un peu injuste qu'elles soient interdites. D'accord, donc c'est ton sentiment en fait, c'est ton sentiment, Oui. tu trouves que c'est injuste. D'accord. Ce n'est pas juste. Ouais, ce n'est pas juste. Tenue comme les autres. Et vous allez voir, on note ça parce qu'après, ça va aussi nous permettre de travailler dessus pour la construction du rap aussi. Ouais. Quand on dit que c'est pas bien, qu'on dit que c'est pas juste de dire ce qui est dit dans les médias par rapport au rapport des femmes et de l'islam, pourquoi vous n'êtes pas d'accord justement? Il y a des femmes qui sont voilées et qui sont pas forcément soumises. Elles sont pas forcément sous l'autorité d'une autre personne. Elles font qu'est-ce qu'elles veulent. Elles sortent, elles jouent, voilà, comme tout le monde. Elles sont pas forcément
sous l'autorité d'une autre personne qui va être là, fait ceci, fait cela. Alors que c'est pour ça, pour moi, une femme voilée, c'est pas une femme soumise. Au Et ces contraire. femmes-là, c'est des femmes que tu côtoies, que tu vois souvent, Bah oui, ma mère. par exemple. Mais ça veut aussi dire ta mère, ou peut-être aussi des voisines, des tantes, oui. Un peu des gens dans mon entourage. Ils sont voilés, ça veut pas forcément dire qu'ils sont soumises. D'accord. D'après ce que tu viens de me dire, ce que je comprends, c'est qu'une femme voilée, c'est par choix, ça peut être par choix. Et tu as l'impression que l'information qu'on nous donne, que ce n'est pas un choix, que c'est imposé. Est-ce que j'ai bien compris ta pensée? Oui, c'est ça. D'accord. Une femme voilée n'est pas forcément soumise. Qu'est-ce que toi tu en penses? Si tu sais, c'est sûr que tu sais quelque chose. Mendy, qu'est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que ça te dit? Ce qu'elle a dit, Lina. Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais pas encore? Ça va venir. Ouais. Parce que souvent, on a des discours qui ne s'appuient pas sur ce qui se passe en réalité, mais qui s'appuient sur des grands principes et des idéaux, etc. Et moi, ça m'intéresse beaucoup, qui est justement cet exemple par le quotidien, par l'entourage, parce que c'est ce qui est finalement le plus réel. Donc ça, c'est très intéressant. Est-ce que vous auriez des exemples plus historiques? Il y a les femmes musulmanes, j'ai pas de nom maintenant, mais avant, qui faisaient des choses. Elles enseignaient à l'école, elles étaient voilées, elles travaillaient, enfin, elles étaient marchandes ou elles voyageaient, et elles n'étaient pas forcément soumises. Donc, j'ai pas de nom maintenant, mais je sais qu'il y en a. Ça, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, il y a 3 figures qui m'intéressent, qui sont très connues, qui vont me servir en fait juste pour, pas pour faire de la religion à proprement parler, mais pour voir l'histoire des débuts de l'islam. La première, c'est la figure de Khadija. K-H. Ouais. Khadija. Qu'est-ce qui sait qui était au juste Khadija? Oui. C'est la femme du prophète Mohammed. Voilà, c'était la première femme. Mais est-ce que vous savez dans quel contexte ils se sont rencontrés, par exemple? Je crois que je l'avais lu, mais je m'en souviens plus. D'accord. Donc, avant d'être prophète, Mahomet était un caravanier. Et il partait de la Mecque pour aller, par exemple, jusqu'en Syrie, pour livrer des marchandises, vendre, faire du commerce, et après il revenait à la Mecque. Donc, il avait une réputation d'être quelqu'un de très juste. Donc, on l'appelait l'Emin, la personne à qui on peut faire confiance. Et donc, il a travaillé pendant un long moment pour une dame qui était sa patronne, en fait, qui s'appelait Khadija. Or, à l'époque, à la Mecque, dans les sociétés donc pré-islamiques, avant que l'islam arrive, les femmes n'existaient pas légalement. C'est-à-dire que, juridiquement parlant, elles n'avaient pas de droit. Et du coup, Khadija, elle était dans une situation où je crois qu'elle était déjà au moins une fois veuve à ce moment-là. Elle n'avait pas de frère, elle n'avait pas de mâle proche, entre guillemets. Et du coup, elle s'est retrouvée de fait où elle était à la tête de beaucoup d'argent, où elle avait prenait les décisions, elle était patronne, alors que juridiquement, elle n'aurait pas dû. Et à un moment donné, à la Mecque, on lui a dit « Jusque-là, c'est bon, on n'a rien dit, mais maintenant, il faut un homme. » Et donc, à ce moment-là, Khadija, elle regarde autour d'elle avec qui elle va se marier, et elle choisit Mahomet. Pourquoi? Parce qu'il avait la réputation d'être juste, et elle s'est dit qu'avec lui, elle avait les chances de continuer à vivre comme elle vivait avant, en gardant sa liberté, son autonomie, etc. Et donc, à partir de là, Khadija épouse Mahomet, qui n'est pas encore prophète. Mais là où va avoir un rôle important dans l'islam, c'est quand il y a eu la première révélation. Et que Mahomet se demande ce qui est en train de lui arriver, est-ce qu'il n'est pas en train de devenir fou? C'est elle qui va le soutenir et c'est elle qui va lui faire comprendre qu'il n'est pas en train de devenir fou et qu'il a un rôle important à jouer. Donc, ce qui m'intéresse dans le personnage de Khadija, c'est à la fois ce rôle d'entrepreneuse,
femme d'affaires, complètement. Et puis aussi, c'est la femme qui va l'aider à donner une impulsion. Donc c'est un rôle qui est majeur. J'ai envie de parler de la deuxième figure qui m'intéresse. Waraqa, elle connaissait beaucoup le Coran, en tout cas ce qui a été révélé à son époque. Et quand il s'est retrouvé à Médine, dans sa mosquée, il y avait beaucoup trop de monde. Et donc, le prophète va voir Waraqa et lui dit « Tu vas te charger de ce rôle d'imam dans ton dar. » Il a donné un muezzin parce qu'elle était imam de son quartier, pas simplement de sa maison. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'ici, on a le prophète qui donne le rôle d'imam à une femme. On entend très souvent que les femmes ne doivent pas être imams, mais le sous-entendu aussi derrière, c'est que finalement, elles n'ont pas d'autorité en matière de religion. Alors que, par les textes, on a l'exemple exactement inverse. Waraqa, c'est celle qui est un peu l'oubliée de l'histoire, entre guillemets. Elle existe, c'est-à-dire qu'on a les documents sur elle, on a des choses qui parlent d'elle. Il y a un moment où on a un peu disparu. Et puis aujourd'hui, depuis le 19e, depuis le 20e siècle, milieu 20e siècle, on la redécouvre. Et en la redécouvrant, on la mobilise. Et le dernier exemple qui m'intéresse, c'est Aïcha. C'est la dernière épouse de Mahomet, Aïcha. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il y a un propos, c'est-à-dire ce qu'on appelle un hadith, c'est une phrase qui a été prononcée, qu'on dit qui a été prononcée par le prophète, où il dit « Apprenez la moitié de votre religion de cette rouquine », en parlant de Aïcha, parce qu'elle était rousse. Pourquoi apprenez la moitié de votre religion de cette rouquine? Parce qu'elle passe dans l'histoire musulmane pour être, et je le dis au neutre, le premier théologien de l'islam. C'est-à-dire que c'est la première personne qui est capable d'expliquer l'islam, d'expliquer le sens de la religion musulmane. Donc j'ai pris ces trois figures-là, Khadija, Waraqa, Aïcha, pour prendre trois exemples qui montrent finalement que l'islam ne veut pas dire ce qu'on a vu là, soumission, ne veut pas dire injustice, ne veut pas dire... il y avait une autonomie assez large. Et je n'ai pas parlé des vêtements, mais on peut en parler, puisque la question du voile, à cette époque-là, elle est beaucoup plus débattue. Il y en a qui disent qu'effectivement, il y avait le voile, d'autres qui disent, il y en a qui le mettaient, d'autres qui ne le mettaient pas. Dans les textes, on s'aperçoit qu'il y a des femmes qui ont participé au conseil. Certaines étaient voilées, d'autres non. Donc on a, comme ça, une plus grande diversité que ce qu'on pourrait penser. Et ça change beaucoup de ce qu'on entend dans les médias. Avant l'islam, ils croyaient en plusieurs dieux, c'est ça? La plupart des Arabes étaient polythéistes. Ils avaient plusieurs divinités. Et il y en avait d'autres qui étaient plutôt juifs. Il y en avait d'autres qui étaient chrétiens. À l'époque, c'est plutôt des chrétiens d'Orient. Donc c'est des chrétiens qui sont un peu différents des catholiques, mais en gros des chrétiens. Mais retiens le plus simple, c'est que la plupart des Arabes étaient polythéistes. Est-ce qu'on peut récupérer des choses dans tout ce qui a été dit? Moi j'aurais dit Waraqa. Comme on a vu qu'elle a quand même eu, elle a été imam de sa région, de son quartier. Quand même c'était une première pour une femme. Donc, alors que maintenant, on n'en a jamais vu à part elle. Donc c'est... Alors, ce qui est intéressant dans ta question, c'est qu'aujourd'hui, on a des femmes qui, en s'appuyant sur ce récit-là, vont dire, mais attendez, le prophète, il a dit qu'on pouvait, donc nous, on veut le faire. Et donc, il y a des femmes maintenant qui ont ouvert des mosquées. Le tout dernier cas le plus connu, c'est ce qui s'est passé en Finlande. Mais il y en a aussi aux États-Unis, au Canada, en Belgique. Non. Il n'y en a pas en France, voilà. Il n'y en a toujours pas en France. Il n'y en a toujours pas en En France. France, ça aurait plus fait une polémique qu'autre chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont polémiques autour de l'islam. Il y en a en Angleterre aussi. Il y en a en Angleterre depuis. Et puis, peut-être que ça viendra bientôt en Tunisie. L'image de la femme entreprenante
businesswoman, un peu working girl des années 80. On a ça plutôt avec Khadija, donc, qui prend des décisions, qui a une entreprise qui marche, etc. L'image de la femme qui est sachante, qui connaît la religion, qui enseigne. On avait aussi ça avec Aïcha quand même, puis avec d'autres figures. Hein. Et puis aujourd'hui, la figure de la femme religieuse. La femme, qu'on dirait en ancien français, un peu claire, c'est-à-dire la femme qui est chargée d'une mission à vocation religieuse en tant que membre de l'organisation constituée, commence à apparaître ou réapparaître avec Oumaraka. C'est plutôt ça dans le rapport. Après, plus tardivement, on a aussi des exemples de femmes, par exemple, la mystique. La mystique, c'est vrai que Rabia, al-Adawiya, elle est considérée dans l'histoire de la pensée musulmane comme la mère, entre guillemets, du mysticisme dans son ensemble. La première grande figure du mysticisme, c'est quand même une femme. Et si on prend aussi un côté un peu plus sanglant, entre guillemets, la première personne qui est morte pour l'islam, c'était aussi une femme, Soumaïa. C'est la première martyre, entre guillemets, de l'islam, qui était aussi une femme. C'est-à-dire que quand on gratte un peu, historiquement parlant, le rapport des femmes avec la religion musulmane, on s'aperçoit que c'est quand même un rapport qui est riche et valorisant. Je n'ai pas été trop compliqué. Non, après, il faut que ça fasse son chemin. Hein ça, il faut que ça fasse son chemin. Non, mais c'était intéressant, les trois personnages. Puis, non, c'est... Quel est, vous, votre modèle de femme? La femme normale. Il y a peut-être des femmes musulmanes qui sont pas bien et des femmes chrétiennes qui sont gentilles et l'inverse. Donc quand je dis la femme normale, c'est que ça peut être n'importe qui, ça peut être n'importe quelle religion, n'importe quelle même apparence, même physique. En fait, ça peut être n'importe quelle femme. En fait, c'est à l'intérieur. Mais du coup, c'est quoi l'intérieur qui t'intéresse? Attentionné. On peut être sévère et attentionné. Voilà. Qui voit pas la différence. Par exemple, un élève, par exemple, je donne des exemples, hein, qui est chrétien, un élève qui est musulman, elle va se dire, oh, celui-là, ça se voit, il a une tête d'être gentil, lui, il a une tête d'être un peu bavard, des trucs comme ça. Et à la fin, elle va trouver c'est complètement l'inverse. Et après, elle voudra pas avouer qu'elle aura tort, donc elle va continuer à faire ça. C'est du vécu, ça, hein. On dirait que c'est du vécu. Un prof de CE2 comme ça. C'est-à-dire donc, qui se fie pas aux apparences. Ouais. C'est lui qui avait dit... Aux apparences. Et savoir se remettre en question. C'est quand tu dis qu'elle part, qu'elle s'est trompée, mais du coup elle n'avoue pas qu'elle s'est trompée, donc elle reste quand même comme ça. Oui, elle part d'un principe, mais après elle sait bien que c'est faux, mais après elle essaye de nous, voilà, comme ça, donc partir comme ça. Donc ça te plaît pas? Oui. Donc si je te dis, donc savoir Oui, assumer, savoir reconnaître ses torts. Et toi? Moi, je verrais plus une femme de n'importe quelle religion, mais qu'elle soit juste. Qu'elle n'ait pas d'amalgame à propos des autres. Qu'elle se dise pas, elle porte un voile, donc on va l'exclure, et puis elle est en mini-shirt, donc on va le dire de venir, ou même l'inverse, hein, n'importe quoi. Mais qu'elle soit juste dans ses propos et dans ce qu'elle dit. Qu'elle n'ait pas des préjugés, en fait, dans la tête. Yes, si je mets beauté intérieure, ça traduit ce que tu disais? Oui. Ouais. Je peux écrire ça? Beauté intérieure.
c'est ma maman. Mendy, allez, enlève la tête. La femme. Je sais pas. Non, il n'a pas envie de s'exprimer sur ce sujet pour le moment. Et toi, est-ce que tu as envie de t'exprimer sur ce sujet-là? Nerveuse et gentille. Nerveuse? Ça veut dire quoi, nerveuse? C'est pas mal ça. Dis qu'est-ce que ça veut dire, nerveuse? Bah, qui s'énerve pour rien. Qui s'énerve pour rien. Ça, c'est pour toi, c'est la femme idéale. Non, mais je veux pas de... Il n'y a pas de souci, hein? J'en veux pas, moi. Nous, le travail qu'on va faire ensemble, c'est à partir des mots. Ça veut dire que c'est important aussi que vous notiez les mots, les mots qui... Et des phrases, même des phrases par rapport à ce que Fakir a dit, par rapport à tout ce que vous avez entendu et par rapport au thème. Les garçons doivent être capables d'en parler aussi bien que les filles. Même si on a l'impression que c'est les filles qui sont beaucoup plus concernées par le féminisme, par la sensibilité. Ça s'adresse aussi aux garçons, parce que c'est humain. Je voulais te demander pourquoi dans la société actuelle, vous voyez, il y a des gens qui disent il n'y a pas longtemps le burkini il a été interdit, mais pourquoi par exemple trop se couvrir c'est interdit, mais ne pas se couvrir, enfin il y a des gens, je vais pas dire ça pour critiquer, hein, mais il y a des personnes
parfois ils mettent le peu de tissu qu'ils peuvent sur eux. Mais du coup, pourquoi ça, c'est pas interdit? J'aime beaucoup Ça peut l'être aussi. tournure de la question, mais elle est magnifique. Bah, c'est vrai, parce que le burkini il a été interdit, mais les personnes qui sont mini-shorts, petits décolletés et tout, bah, ça, bizarrement, on s'y intéresse pas. Alors que c'est vrai que ça, on pourrait s'y intéresser parce que c'est pas comme. Pour moi, ça rejette une image vulgaire, mais après, je sais pas, pour certaines personnes, ça rejette pas. Mais après, du coup, je voulais savoir. La question, elle est très profonde. En fait, ta question, elle est vraiment très intéressante. Elle est très juste. Mais on ne peut pas y répondre en une phrase. Et ça, tu vois ce que je veux dire? C'est que ça nous mènerait à rentrer dans plein de sujets qui sont liés les uns aux autres. Et ce qui fait que je pense que si je finis mon explication, tu auras oublié ta propre question. Mais c'est vrai que, en fait, après, il y a une question de... Non, c'est dur. Je me suis dit, oulala, j'ai rentré dans un truc. Non, c'est dur. Ouais. Bah, merci, tu m'as posé une question de vraie colle. Non, mais t'as raison. Que tu puisses répondre. Non, Après, parce que c'est... Point de vue, c'est un point de vue. C'est vrai que c'est un point de vue. Après, il y a C'est un point de vue. plutôt C'est-à-dire un que... autre point de vue. Parce que dis-toi qu'en fait, historiquement parlant, même en France, dans la plupart des pays du monde, en fait, on a codifié tout ce que les femmes avaient le droit de faire ou de ne pas faire, mais ça veut dire aussi le droit de porter et de ne pas porter. Il y avait une loi en France qui a été supprimée, je crois, mais très récemment, dans les années 90 ou je ne sais plus quand, qui interdisait aux femmes de porter des pantalons. Il y a jusqu'aux années 70, une femme, je crois, ne pouvait pas avoir un compte en banque sans l'autorisation de son mari. Tout à fait. Le droit de vote. Le droit de vote, c'est 1945 en France. C'est-à-dire qu'il y a... Et ça a été l'occasion, beaucoup de femmes ont beaucoup lutté pour avoir des droits, etc. Et parmi les droits, c'était le droit justement de s'habiller comme elles voulaient sans qu'on vienne les saouler en disant t'as pas le droit, etc. Même de rien. Après, il y a aussi Voilà. la provocation. Et Bah, voilà, mais dans ça. les deux extrêmes, hein. C'est C'est-à-dire ça. complètement Et du coup, ou quand- pas du quand- tout. Hein. Bah, Pour si, certaines. désolée. Moi, je suis pas musulmane, hein, tu le sais. Maintenant, de voir quelqu'un qui va être dans la rue à moitié nu, ça va aussi me choquer. Bah, Ça va aussi me gêner. Et c'est pas lié à la rue. Enfin, voilà. mais Après, et quelqu'un, et je vais te dire même plus loin, si dans la rue je vois quelqu'un où je vois pas son visage, aussi je me questionne. Alors après, comme dit très justement papa, il y a ce qu'en font les médias et ce qu'ils vont pointer et du coup vers où ils vont orienter les réponses et les questionnements. Créer une pensée Voilà. unique. En fait, Ça c'est certain. Mais dans les médias, il y a des journalistes qui font très bien leur boulot. C'est-à-dire qu'il y a les journalistes spécialisés sur les questions religieuses qui vont... Pardon ? ils montrent la vérité. Oui, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont aller parler aux gens, justement, qui vont aller parler aux femmes voilées, qui vont pas juste les regarder de loin et puis faire des jugements. Et ils vont parler aux femmes voilées, ils vont aller dans les réunions, ils vont aller, etc. Malheureusement, ce qu'il y a, c'est qu'on a ce qu'on appelle des intellectuels. Je ne parle pas des journalistes ici, je parle de gens qui sont soi-disant des philosophes, je ne vais pas donner de nom, qui sont spécialistes, alors ça se trouve qu'ils sont spécialistes, sont super spécialistes sur autre chose, qui sont compétents sur, je sais pas, l'enfance ou je sais pas quoi. Et puis, on va leur poser des questions sur l'islam. Et là, ils vont commencer à dire n'importe quoi. Mais le problème, c'est que comme ils ont une réputation de spécialistes, ben on va écouter ce qu'ils disent. Quitte à ce qu'ils disent n'importe quoi, quoi. Et du coup, je sais très bien que ça, c'est quelque chose qui fait très très mal parce que j'ai même une fois, j'ai même entendu, la question a été posée à un dessinateur de BD. Oui. Le mec, qui ne connaissait rien à l'islam. Et il a donné son avis sur le CFCM, le Conseil français du culte musulman, en disant en gros que c'était une voie d'entrée des dangereux salafistes djihadistes. Quoi ? Le problème, c'est que lui, quand il dit ça, il y a des gens qui vont l'écouter et qui vont lui donner de l'importance. Alors ça peut vous aider. Hein. Il suffit pas, quand vous lisez quelque chose, quand vous écoutez quelque chose à la télé, il faut toujours avoir cet esprit critique. Bon, il a un point de vue, il a dit quelque chose, mais peut-être que je vais aller écouter d'autres choses, d'autres points de vue, pour que vous
vous faire votre idée. Et pas penser que parce qu'il est à la télé, il détient la vérité. J'avais dit qu'il vienne à 15h30. Mais merci beaucoup. On va continuer là sur la question. Je vais t'accompagner. Mais tu peux rester, papa, c'est tout seul un peu. Papa, note. Bon, il est très intéressé. Papa, tu notes ce qui se passe pendant la dernière demi-heure. Parce qu'il faut que tu me fasses un compte rendu. Si, il va au collège, il faut s'inscrire. Mais non, tu vas noter, non? Vas-y. Papa, reste. Maman, elle a dit tu vas passer le bordel. Moi, je sais que là, t'es en retard. Il est déjà 15h40. Allez, t'as 5 minutes, Yes. Il est Allez, on compte sur toi la semaine prochaine. Ah oui, on compte sur toi mercredi. D'accord. Merci. À la semaine prochaine. Et papa note tout, je vais veiller. Peut-être pas. Il est vraiment pas à l'aise. Comment?